Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Cet Arsenal est impérial. En déplacement au Slavia Prague, les Gunners reviennent avec les 3 points de la victoire, 3 buts marqués, un nouveau clean sheet. Ça devient une habitude, non pas lassante, mais ça devient une habitude lors des débriefs de match. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue, vous êtes sur Coup de canon. Il est temps de débriefer de la rencontre de Ligue des Champions qui opposait, je vous le disais, le Slavia Prague à nos Gunners préférés. Pour m'accompagner, non pas un, mais deux Louis. J'ai un Louis au carré. J'ai ma paire de Louis avec moi. J'aurais dû faire ma paire de petites pauses et Louis. Les gens auraient peut-être pris peur. Louis Tartex et Louis de Paris. Messieurs, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Salut, salut Raoul, salut à tous, c'est content d'être ici. Ah bah, plaisir partagé. Et De Louis même, que j'y salut. retrouve Oui, après le space d'hier. oui, on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment, Raoul. Là, ma copine va commencer à se poser des questions. Et future femme. Et effectivement, comment vas-tu, Raoul, et comment vas-tu, Louis? Alors Ça va moi, je super. vais bien. On est toujours pas invité au mariage, Louis? Non, je t'enverrai un PowerPoint. Des photos, des meilleures photos. Non, je vais très bien. Et je te le disais en off, mais Louis n'était pas encore là. J'ai du mal, perso, à me concentrer sur le match. Je sais pas, c'est peut-être l'affiche qui était pas ouf, mais j'avoue que j'étais beaucoup sur mon téléphone. Mais c'est pas une critique en soi, c'est peut-être moi qui n'avais pas la tête à ça, mais en tout cas, messieurs, je le disais, nouvelle victoire, 4 matchs joués en Ligue des Champions, 4 victoires, euh, 0 but encaissé, toujours, si Ouais. je me trompe Absolument. pas. Euh, Bah voilà, hein, tout est dit. Mais on va en dire un peu plus. Messieurs, on attaque directement la compo si vous le voulez bien, en rappelant qu'il y avait pas mal de blessures, notamment sur le flanc de l'attaque, avec Gyökeres qui était out, avec Martinelli qui était out, et ça s'ajoutait aux blessures un peu plus longues de Havertz, Madueke, Gabriel Jesus, Zubimendi était suspendu. Mine de rien, quand tu fais la liste des gens qui étaient absents, des joueurs qui étaient absents, ça fait déjà une belle petite équipe. On en parlait hier soir lors du Space Louis. On s'était un petit peu essayé à imaginer quelle pourrait être la compo choisie par Arteta. Il a fallu attendre 17h30 pour entendre cette compo, en tout cas pour la lire. Je vous la donne en mille. David Raya dans les buts, Timber, Saliba, Gabriel et Incapié. Nordgaard, Nwaneri, Rice et Saka, Merino et Trossard. Je vais pas vous poser la question traditionnelle, vous en avez pensé quoi, etc. Je vais vous poser plutôt des questions orientées, messieurs, si vous le voulez bien. Avez-vous été surpris par la titularisation côté gauche d'Incapié en lieu et place de Lewis Kelly, qui peut être considéré comme, entre guillemets, le numéro 2 derrière Calafiori, pardon. Et ensuite, avez-vous d'autres surprises dans ce 11 de départ? Et on va commencer par le plus jeune des deux Louis, j'ai nommé Louis Tartex. Pour répondre à ta première question sur Nkapie, oui, j'ai été surpris de ne pas voir un MLS titulaire. C'est vrai que bon, on pouvait s'en douter du fait que Nkapie rentrait ces derniers matchs, il avait un peu de temps de jeu, donc logiquement on allait vers sa première titularisation. Mais je trouve que d'un point de vue de la hiérarchie, on voit un changement qui s'opère entre Nkapie qui a l'air de devenir le numéro 2 et MLS qui est vraiment le remplaçant idéal, j'ai envie de dire, hein, parce que il a pas l'air de trop prouver à Arteta qu'il mérite pas sa place. C'est pour ça que je comprends pas forcément qu'il joue pas ce soir, surtout face à un adversaire a priori assez faible, où il n'y avait pas un gros impact physique, voilà, enfin, il y en avait eu au final, mais j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu un gros impact physique.
Donc, dans l'ensemble, surpris de ça. Mais bon, après, c'est bien aussi pour Hincapié qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse avoir sa première titularisation en Ligue des Champions. Et pour répondre à ta deuxième question, d'autres surprises, moi, c'était plutôt la non-présence d'Eze qui a été mis au repos. De manière assez judicieuse, je pense. Mais au final, ça a permis de voir Nwaneri titulaire et ça, c'était une bonne chose avant de voir le match. Voilà, après, sinon, du classique. Je ne voulais pas te couper. Louis, Loulou, du coup, de ton côté. De mon côté, je suis un peu comme l'avis de Louis. Effectivement, je m'attendais un peu plus à voir Lewis Kelly titulaire. Sachant qu'en plus, Hincapié avait connu sa première titularisation de la saison contre Brighton, mais il était aligné dans l'axe. Donc là, cette fois-ci, il était aligné sur le côté gauche. Donc effectivement, dans la hiérarchie, on aurait plutôt pensé que ça allait être MLS. Mais bon, voilà, je rejoins un peu Louis sur le fait aussi qu'Hincapié a aussi besoin de retrouver ses jambes et de retrouver un rythme de compétition. Peut-être aussi qu'Arteta s'attendait à voir un match qui était quand même plutôt hostile dans l'engagement physique et dans l'atmosphère. Et peut-être que le tempérament de Hincapié collait peut-être un peu plus à cette idée. Mais pour autant, après, voilà, je ne pense pas non plus qu'on a besoin de se diriger vers un basculement de hiérarchie, puisque MLS a finalement quand même joué ce match ce soir, il n'est pas resté sur le banc. Donc voilà, mais pour le reste, moi j'étais quand même un peu surpris du qu'Hincapié soit le seul turnover quand même dans cette défense, puisque à part Hincapié, Arteta a aligné Gabriel, Saliba et Timber, qui est ni plus ni moins que notre défense titulaire. C'est vrai qu'on pouvait peut-être s'attendre à d'autres petits turnovers, comme par exemple Ben White, qui a aussi besoin de retrouver des jambes un peu comme Hincapié, ou de Mosquera, qui aurait pu aussi peut-être faire souffler William Saliba. Bon, au final, grosso modo, sur la compo, c'est vrai qu'Arteta a pris un peu tout le monde de court, puisqu'en termes de turnover, bah, il n'y en a pas énormément au final quand on regarde son 11 de départ. Donc, c'est intéressant de voir que malgré la cascade de blessures qu'on a actuellement, il n'y a pas la volonté de mettre des matchs à la poubelle pour privilégier telle ou telle compétition. Il veut jouer sur tous les tableaux avec l'équipe la plus forte possible. Et on veut qu'on joue, et on veut qu'il joue tous les tableaux. Tout à fait. Tant tant qu'on en a les moyens. Euh, Louis et Loulou, la première période, une entame de match assez compliquée dans un chaudron. Je vais pas dire hostile, mais une belle ambiance en début de rencontre et une mise en route assez délicate, j'ai envie de dire, où sans avoir été mis en danger, je trouve que on a été mis sur le reculoir et que peut-être avons-nous été surpris aussi par l'impact physique mis en place par l'équipe tchèque. Je ne sais pas si c'est le ressenti que vous en avez eu, mais on a rapidement. Je trouve que c'était aux alentours de la 15e ou de la 20e minute de jeu. On a un petit peu recadré et recentré les débats et on a commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau, notamment d'après moi, guidé par un Declan Rice, pardon, en première période qui était encore une fois partout et qui était là pour sonner la révolte. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai senti avant d'arriver sur ce premier fait de jeu de la rencontre, à savoir le penalty sifflé. Qui commence? Ouais, je peux Allez. commencer. Ouais, bien sûr. Ouais, surpris par ce début de match où on n'est pas dedans, on subit beaucoup dans l'impact physique, dans l'intensité globale, dans le rythme, dans tout ce que tu veux. On balance les ballons comme si on paniquait à la 95e, quoi. Enfin, j'ai trouvé notre entame euh, et enfin vraiment à l'image de celle qu'on avait faite contre la Bilbao au début de la compétition. Où on était vraiment pris par l'envie de l'équipe adverse à domicile de faire un bon match. Alors oui, ça n'a pas duré non plus trop longtemps puisque on a réagi, comme tu dis, au quart d'heure de jeu avec Saka qui a pu mettre la première frappe et qui a été très bon comme Rice dans cette première mi-temps, qui a été la source de danger. Je voulais noter voilà, son match sur la première mi-temps. Et après, noter aussi que quand même Raya s'est employé à la 4e minute, même si c'était sur hors-jeu, à faire un arrêt important
qui ne donnera rien, mais voilà, c'était pour souligner le seul tir cadré qui n'a pas été finalement validé par l'arbitre de ce match. Mais sinon, on a pu réagir au fur et à mesure on est monté en puissance. Soit c'était de la suffisance, soit c'était de la gestion, je sais pas. Mais voilà, pas trop d'envie, pas trop d'impact comme ça a pu l'être contre l'Atlético Madrid. Donc peut-être aussi un manque de respect pour le Slavia, on sait pas trop, mais en tout cas, voilà mon ressenti sur cette première mi-temps. Pour moi, la plus grosse conclusion qu'on puisse faire de ce premier quart d'heure, c'est que on a gravement manqué de Zubimendi sur ce premier quart d'heure. On a vu sur les ressorties de balles où on avait beaucoup de mal à passer le premier rideau du Slavia Prague. On était pris aussi défensivement par l'intensité, la verticalité que pouvait mettre le Slavia Prague. Je trouve aussi qu'on a manqué beaucoup d'agressivité. Et d'ailleurs, sur le premier quart d'heure, on subit 4 frappes, ce qui est quand même plutôt énorme, surtout pour nos standards habituel et actuel. Donc ouais, premier quart d'heure très très compliqué. On sentait un milieu de terrain qui était un peu perdu. Un milieu de terrain aussi avec beaucoup de nouveautés, avec Norgard en point de basse, Rice à son poste habituel, mais Nwaneri qui redescendait aussi au milieu. Donc ouais, pour première 15 premières minutes très compliquées où on a mis du temps un peu à trouver nos marques et le Slavia Prague lui est très bien rentré dans son match, bien poussé par un public avec la bonne agressivité. Donc ouais, exactement, je suis plutôt d'accord. Début de match très compliqué. Et c'est vrai que je disais que Declan Rice avait sonné un petit peu la révolte d'après moi, mais je crois que c'est Louis qui en parlait. Saka, assez en jambes dans ce début de rencontre, puisque finalement, les seules phases offensives et les seules frappes côté Gunners venaient principalement du Starboy, qui avait quand même un petit peu à se faire pardonner, je trouve, par rapport au match du week-end Oui, dernier. tout à fait. Ouais, et puis on comptait sur lui aussi du fait qu'il manquait Gyökeres, il manque tous nos attaquants, donc c'est aussi notre Starboy, donc c'est à lui que revient la créativité, le danger, et j'ai bien aimé qu'il prenne quand même ses responsabilités, c'était le capitaine ce soir, donc voilà, je me souviens, j'ai écouté le podcast du dernier match et vous avez insisté sur sa contre-performance, ben, moi je l'attendais ce soir, et il a quand même répondu présent, il a été décisif aussi, avec un peu de réussite, donc... c'est une bonne chose et il faut que ça soit le minimum, j'ai envie de dire, pour lui à chaque match, quoi. La première période avance et puis on se dirige tout doucement à la demi-heure de jeu avec moi j'appelle ça un fait de jeu. Le penalty sifflé en faveur des Gunners, messieurs, sur un corner de Saka. La balle, je sais même pas si Gabriel la touche au premier poteau ou pas. En tout cas, elle atterrit sur la main. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas vu énormément de ralentis et que je ne sais pas, parce que on voit le défenseur essayer de se défendre auprès de l'arbitre en disant oui, je la touche de la main, mais je la touche de la tête avant. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu très furtivement deux ralentis, et sur ces ralentis-là, j'arrive pas à me faire un avis. Donc déjà, question, première question, messieurs, en tout cas peut-être la seule, est-ce que d'après vous, ce penalty vous semble sévère ou est-ce qu'il vous semble justifié? Objectivement, moi personnellement, je le trouve un peu dur, ce penalty. De manière très objective, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Gabriel touche le ballon de la tête. Ensuite, j'ai l'impression que le ballon rebondit sur le dos du défenseur et la balle vient ensuite rebondir sur la main, sur la main du coup de la même main du défenseur. Alors, ce qui va dans le sens du penalty, c'est que je pense que le ballon était cadré suite à la tête de Gabriel, mais pour autant, j'ai l'impression quand même que le ballon touche une partie du corps avant de toucher la main. Donc, je trouve personnellement que le penalty est un peu dur, mais pour une fois qu'on a une VAR qui va dans notre faveur, je ne vais pas m'en plaindre. Et puis Ouais, nous sommes des seigneurs, donc quand on trouve que c'est... Non, mais on se plaint de l'arbitrage des fois à juste titre quand c'est contre nous et surtout quand c'est injustifié. Je pense que on aura, et on l'a toujours eu d'ailleurs, la sincérité et l'objectivité de dire lorsque l'on n'est soit avantagé. Après, on ne peut pas crier au scandale. Pardon, Louis, je t'ai coupé, mais on ne peut pas crier au ouais, scandale sur le penalty parce que, en fait, Non, encore une non, fois, c'est clair, c'est clair. les images pour moi ne sont pas assez claires. On reviendra sur la deuxième intervention de la VAR un peu plus tard dans la rencontre, mais encore une fois, moi, je suis comme ça. Si j'ai pas la certitude,
j'en suis à me poser des questions. Et sur les ralentis que j'ai vus, je n'ai aucune certitude. Louis, de ton côté? Bah, je rejoins Louis sur le fait que c'est dur, mais je trouve quand même que c'est justifié parce que sa main est pas naturelle, quoi. Enfin, il met la main avant, au niveau de sa tête pour, a priori, se protéger, bien avant que le ballon arrive. Du coup, elle fait action de jeu lorsque le ballon arrive. Et oui, il touche avant son dos ou enfin, une autre partie du corps. Mais pour moi, après, je connais pas exactement le règlement. Est-ce que si il touche avant, ça annule? Enfin, je sais pas. Sur ça, je suis pas spécialiste, mais en tout Alors, cas, si la balle touche une partie du corps avant de toucher la main, et c'est considéré depuis 1 ou 2 ans maintenant, je crois, Loulou pourra peut-être me contredire ou affirmer ce que je dis, mais c'est un cas de figure où il n'y a pas penalty. Après, il y a toujours cette ambiguïté d'intentionnalité de la main ou pas. Toi, tu ouais. dis que la position n'est pas, de la main n'est pas naturelle. Euh, Bah, il provoque, on va dire, le Moi, fait qu'il touche le ballon. j'ai un peu de mal avec ses mains. Très honnêtement, je vous le dis franchement, moi, je préfère un penalty où le joueur il est séché, où on lui tire le maillot, où il y a un accrochage. Parce que quand tu vois tous les défenseurs maintenant défendre les mains dans le dos, ça, pour moi, c'est pas naturel. Quand tu es footballeur et quand tu es sportif, défendre les mains, courir déjà les mains dans le dos, tu fais ça des fois, je sais pas, au collège, quand tu fais ça sous forme de jeu, mais c'est pas naturel. Lorsque tu vas au contact, dans le football, quand tu vas chercher une balle de la tête ou quand tu t'échauffes et que tu fais des sauts pour mimer une tête, tes mains sont toujours en hauteur puisque Oui, c'est ça. l'impulsion, tu la prends aussi avec tes bras. Donc moi, ce genre de façon très générale, hein, je parle pas que sur ce match-là, ce genre de main-là, j'ai vraiment toujours du mal. C'est comme, je sais plus quel est euh, c'était dans quel match. Louis, je m'excuse, c'est le match, petite parenthèse et anecdote, le match de Metz face à Lens. Je te jure, c'était pas Ah, voulu. Non, je te jure, le c'est pas fameux voulu. match. Le fameux Le match. fameux match que tu n'as pas osé regarder, est-ce que tu savais ce que ça allait donner? Mais Ouais. j'ai cet exemple-là en tête, mais on pourrait en citer plein d'autres. À un moment donné, on a des joueurs de Metz qui prend un carton jaune parce qu'il touche la balle de la main et il arrête effectivement la balle de la main, mais il est à 1 mètre du Lensois qui veut faire une passe vers l'avant et il est en déséquilibre. Donc la main, si tu veux, elle pend. Et effectivement, la main arrête le ballon et tu prends un carton jaune là-dessus. Tu vois, c'est un autre exemple. Et j'aurais pu ou dû prendre peut-être des exemples de première ligue, alors que le Bayern vient d'ouvrir le score face au Paris Saint-Germain dès la troisième minute. Mais voilà, moi, les mains, j'ai vraiment du mal. À part si c'est vraiment volontaire, le défenseur sur la ligne qui l'arrête de la main pour qu'elle ne rentre pas, comme à l'époque Suarez l'avait fait avec l'Uruguay et le penalty avait été manqué juste après d'ailleurs. Euh... Non. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, de façon très générale, ces mains-là, je les trouve toujours très dur. Après, clairement, on prend. Si maintenant il ne touche pas la balle de la tête, ben oui, peut-être que la balle se dirige vers le but, et auquel cas il y a pénalty. Mais c'est vrai que quand tu es du côté de l'équipe pénalisée, je peux comprendre un sentiment de frustration. Bon, Voilà. dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas scandale du penalty, mais si la VAR refuse le penalty, il n'y a pas scandale non plus, quoi. Ouais, carrément. Selon moi. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais. Je vais pas dire sévère du coup, mais peut-être dur moralement et mentalement pour les Tchèques parce que jusque-là, ils faisaient quand même une Mais belle c'est vrai entame de que, match. par contre, c'est vrai que l'arbitre a été très très vite pour prendre sa décision à la VAR. Je pense que, je sais pas, il a dû rester peut-être 10 ou 15 secondes à la VAR, Dans pas les deux cas, plus. hein. Ouais, c'est ça, dans les Ouais. deux cas. Bon, après, dans le deuxième cas, c'était plus net. Mais là, je veux Oui. dire, sur la première VAR, il a quand même été très très vite à prendre sa décision. Donc, bon, ça tourne en notre faveur, tant mieux. D'ailleurs, parlant de l'arbitrage, moi j'ai vraiment aimé son arbitrage. Oui, oui, t'es correct, rien à dire là-dessus, Même hein. si c'est un match où au final il y a 7 cartons jaunes, mais Ouais. je trouve que il a pas pris trop de place dans le jeu. Il a usé d'une certaine pédagogie pour expliquer les choses. Franchement, là-dessus, ouais, j'ai bien aimé. Du coup, penalty en faveur de nos Gunners. Saka se charge de le tirer et le transforme, très bien tiré d'ailleurs. Comme quoi, Mhm. hein, des fois, un penalty, on dit que c'est la loterie. Non, quand le geste technique est sûr,
parce que le gardien part à temps, le gardien part du bon côté, mais son penalty est petit filet, c'est très bien tiré, et ça donne l'avantage à nos Gunners. Et on souffle, bah, en tout cas, je souffle un petit peu parce que j'avais l'impression qu'on allait être engagé dans une sorte de rencontre où on allait un petit peu galérer à marquer. Et encore une fois, avec le nombre des absences. Et Loulou, tu le disais, l'absence de Zubimendi qui, mine de rien, c'était très flagrant Oui. il nous manquait en milieu de terrain. Donc du coup, on savoure et on prend. Je réfléchis, je ne sais pas si vous avez des notes, messieurs, ou pas, mais j'ai pas l'impression que avant la mi-temps, il y ait vraiment quelque chose à se mettre sous la dent en plus. Euh, donc pour Non, moi, Non, il n'y a pas rien après le but, nécessairement, hein. non. ok. On gère. Bon, bah alors, impeccable. Mi-temps à la Fortuna Arena. Belle entame des Tchèques, mais Arsenal a pris le temps et puis a ouvert le score. Et puis là, messieurs, début de la deuxième période, eh ben, il fallait pas aller se faire à manger, il fallait pas aller chercher une canette au frigo, en tout cas, il fallait pas que le frigo soit trop loin, puisque bah, dès la première minute de cette deuxième période, le ballon arrive. Alors, je crois que c'est Rice qui décale Trossard, si je me trompe pas. Trossard qui se met sur son pied gauche, qui n'est pas son meilleur pied, et qui délivre un centre parfait. Et là, c'est tout le mystère Merino, Eve, ou appelez-le comme vous voulez encore aujourd'hui. Mais la course, l'appel de Merino et l'aisance technique pour le coup et la lucidité, parce qu'il met vraiment un plat du pied, tout simple, point de penalty, et puis il va tromper le gardien tchèque. C'est propre, c'est imparable, et ça fait 2-0. Et ce fameux deuxième but dont je vous parle souvent, qui, euh, qui permet vraiment là d'être rassuré. Bon, je n'étais pas inquiet, mais de souffler puisque le break est fait. Ce but, est-ce que déjà quelqu'un l'a manqué? Louis, est-ce que tu allais te chercher une bière ou pas? Non, moi c'est bon, ouais, j'ai bien vu. Mais, euh, mais ouais, ouais, il est arrivé très vite et sur une transition aussi. Hein, donc ça allait, c'était amené par Rice direct vers l'avant et j'ai bien aimé. Voilà, on a été réactif. La défense adverse vraiment à l'ouest, hein, enfin, le trou au milieu de la surface, c'est assez dingue parce que Merino c'est pas le plus rapide, donc il a le temps de courir sur 20 mètres pour y aller et il y a personne. Donc non, bah, belle finition, enfin la froideur qu'on lui connaît quand même. Et ça fait du bien parce que franchement, on n'a pas forcé ce match et en plus on nous fait des cadeaux, j'ai envie de dire, parce que le premier but, voilà, c'était un peu dur. Là, la défense, elle se donne à nous, donc franchement, rien à dire, tout est parfait là. Le loup? Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que Merino est aussi bien aidé, comme l'a dit Louis, par une défense qui est quand même assez apathique sur Merino. Après, faut aussi souligner le très bon centre aussi, comme tu as dit, Raoul, de Trossard. Trossard qui se montre encore une fois décisif avec une passe décisive sur Merino. Et après, voilà, comme tu l'as dit aussi, Raoul, Merino, dans la surface, on le connaît, hein. Surtout qu'en plus, jusqu'à son but, il ne fait pas un excellent match. Ouais, il fait même un match assez médiocre. Et pour Hmm. autant, voilà, quand Mérinon le trouve dans la surface, que ce soit sur son pied ou bien sur sa tête, bah, il montre quand même une capacité à être létale qui est quand même assez folle. Donc c'est super. Et Trossard, pour parler du passeur du soir, rappelons qu'on l'a mis à l'honneur hier lors de notre space. Et comme quoi, on va peut-être le mettre plus souvent à l'honneur puisque ça lui réussit. Et Merino et son jeu de tête, on va en parler un petit peu plus tard. Coup dur pour les Tchèques, assez rapidement après la rencontre, la sortie du Golgoth. Chori, ce mec, il m'a fait peur. En fait, quand les équipes étaient alignées au début de la rencontre, t'avais que des mecs de 1m75 ou 1m80. Et puis tout à la fin, t'avais Chori, t'as l'impression qu'il faisait 2m30 et il était tout vénère. Et je lui dis, waouh, Ah, c'est qui ce Golgoth, quoi? il était vraiment effrayant, hein. Franchement, Ouais. très effrayant comme type. Masquez les yeux de vos enfants, sinon ils vont avoir C'est peur. Halloween. Ouais, ouais, mais bon, après, il n'a pas fait une super rencontre, mais il pesait énormément, je trouve, notamment sur les longues touches.
que pouvait avoir le Slavia Prague et même Gabriel, qui est un gros joueur de tête et notamment dans les duels, a éprouvé non pas quelques difficultés, mais on voit que c'était pas quelque chose de super évident. Donc, du coup, on continue. Je regarde, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a moi, j'arrive à l'heure de jeu, plus précisément à la 65e minute de jeu, et les premiers changements de la part d'Arteta. Bah, le premier changement. Et moi, très honnêtement, messieurs, je m'attendais à ce que le premier changement de la part d'Arteta, ce soit Rice qui sorte. Puisque Rice, je l'avais même tweeté en début de la rencontre, c'est que je savais qu'à chaque duel que Rice allait faire et chaque faute qu'il allait faire, je redoutais le potentiel carton jaune qui l'aurait privé du match contre le Bayern. Et Dieu sait que sur un match contre le Bayern, tu vas avoir besoin de Declan Rice. Et j'avais l'impression, moi, que dès qu'il aurait été possible de le préserver, eh ben, Arteta l'aurait fait. Mais non, au final, il sort Ethan Nwaneri pour faire entrer Eberechi Eze. Je vous propose de garder le cas Nwaneri, bah, le cas de parler du match de Nwaneri un peu plus tard dans la rencontre. On, on passe. Est-ce que je passe la 66e minute et le petit fait de jeu de notre gardien de but ou est-ce qu'on s'y arrête un petit peu? Bon, le, le, J'ai le, rien dit dans le Discord. le fait de jeu, le fait de jeu, c'est quand même un peu extrême, je trouve. C'est pas non plus un énorme fait de jeu. Non, mais ça aurait pu être plus. Oui, ça aurait pu. T'as animé la Écoute, deuxième mi-temps. Mais je pense qu'il bon. s'ennuie maintenant, vrai, hein. Franchement, hein. Je Ouais. pense que le mec, Non, oui, c'est ça, tout à mais je fait. pense qu'en fait, il s'en veut même, tu vois, d'être payé à rien foutre, quoi. Tu vois, Mais c'est. tu vois, tu vois, on dit souvent que les personnes qui sont au taf et qui sont en burn-out, tu vois, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Mais on dit que le pire, c'est les personnes qui s'ennuient au travail. Bah, je pense qu'en fait, David Rae est dans cette optique-là, où il se demande bah, pourquoi il est payé, pourquoi il a un salaire de ministre, alors qu'en fait, il a rien à faire dans les buts. Et je pense qu'il est en bore-out, comme on appelle ça. Donc, s'il vous plaît, j'en appelle à tous nos adversaires, pardon. Vous n'êtes pas obligé de mettre des buts, mais s'il vous plaît, faites un effort, cadrez au moins une frappe pour que David, il se sente un peu sollicité, quoi. Ouais, Parce que là, vraiment, il va finir en dépression avant la fin de saison, David Raya, bah, c'est s'il n'y a rien ça. à faire. C'est exactement ça. En fait, il est là, Ou alors, ou, danger. ou- ou Il est alors là, qu'on le mette danger, tu vois. qu'on le mette en télétravail, enfin, je sais pas, tu vois, qu'on fasse un truc. On met un On met un PC plot, dans les cages. on met un plot au milieu du but. Non, mais en fait, le vrai danger, il est là parce que il ne prend pas de but. Youpi, tralala, c'est super et on enchaîne les clean sheets, mais il fait aucun arrêt. Ça veut dire que imagine que le mec, mentalement, si à la première frappe cadrée, il prend un but, il va se remettre en question, mais complètement, tu vois. Il va se dire, mais Oui, est-ce que je ça suis c'est vrai. nul ou, tu vois, je veux dire, Ça, c'est vrai. imagine, imagine les stats que l'on a. C'est notre combien de clean sheet? J'arrive plus à les compter, j'ai plus assez de doigts, les gars. Mais on prend plus de frappes cadrées, quoi. Bah, là, Donc, on en a pris une ce soir à la ouais, dernière on en a pris seconde. une, ouais, c'est vrai, ouais, oui. Mais bon, c'est pas non plus la frappe cadrée du siècle, hein. C'est juste, mais c'est juste abusé, tu vois. Et là, je me dis, mais imagine, première frappe cadrée, ça fait but. Deuxième frappe cadrée, ça fait but. En fait, il va être, tu vois, il va vraiment se poser la question, mais est-ce que je suis vraiment gardien? Mais Donc, oui, il va remettre toute sa vie non. en question. Après, il va ouvrir, je sais pas, il va ouvrir un élevage de cochons dans, je sais pas, dans l'Arzac. Il va dire, mais en fait, je suis pas fait pour ce métier-là, ça sert à rien. Donc, Après, voilà. il va être papa là, donc ça sera le seul footballeur qui aura le temps de s'occuper de son gamin. C'est cool. Mais oui, Pendant le match, oui, oui, Pendant le match. tu mets le landau derrière le but et puis il pourra aller le promener le gosse. Euh, qui prenne un congé paternité. David Raya, il en a besoin, là, ça sert Ouais, à rien, et on puis en il a peut pas se le besoin. permettre, hein, franchement, Oui, oui. aucun problème. Voilà, on a fait notre petite parenthèse sur Raya. Et puis, dans la foulée, 68e minute de jeu, pardon. Et puis, je sais même pas si c'est un but gag ou pas. C'est un centre de Rice, encore lui, je crois. Oui, Ouais. Un centre pas très honnêtement pas très dangereux. Le gardien check ce trou. Bah, Merino a le mérite d'aller au duel et c'est là qu'il y a tout pour moi l'énigme Merino dont je parle dans le dernier débrief d'ailleurs, où quand il est milieu de terrain, je dis toujours que je comprends pas ce mec-là. Il est très bon de la tête quand il joue attaquant, il est très bon de la tête dans la surface de réparation, et quand il joue au milieu de terrain, il est incapable de gagner un duel de la tête.
Et là, regarde, bah, centre, je vais pas dire dégueulasse, mais centre pas très dangereux. Il a le mérite d'aller presser le gardien, il met sa tête, ça fait but. Voilà, encore un but de la tête, doublé pour Merino, mais je veux dire, quand tu vois le match de Merino, qui l'aurait cru, bah, qui l'eût cru, quoi, qui Oui, il fait serait pas un bon match, ça capable c'est de sûr. faire, mais il fait le doublé. C'est Oui. Et juste ouais. assez hallucinant. Et ça fait 3-0. Est-ce que vous voulez qu'on s'attarde encore sur le but, messieurs, ou tout a été dit? Non, moi j'ai juste envie de saluer un peu le culot du gardien, puisque apparemment il n'avait pas en tête le théorème du fait que si un ballon arrive sur la tête de Merino dans la surface, c'est forcément but. Et là, le gardien s'est dit, tiens, le ballon arrive sur la tête de Merino, mais je peux avoir ce ballon. Bah malheureusement non, parce que c'était Merino devant lui. Donc encore une fois, le théorème s'est appliqué, mais je voulais rendre hommage un petit peu au culot du gardien, puisque bah, il a tenté, mais voilà, on connaît Merino, quand le ballon arrive sur sa tête dans la surface qu'il soit dos au but ou qu'il soit en train de se rouler par terre, bah, c'est but. Ouais, c'est incroyable. Merci, Louis. Et du coup, là, il y a les vrais changements qui arrivent. 72e, Trossard qui est remplacé par Doman. 73e, Hincapié qui est remplacé par Lewis Kelly. En même temps que Timber remplacé par White. Et là, tu te dis, OK, donc en fait, Rice, il va finir le match. Mais que Nini, puisque à la 81e, enfin, je crois que les coachs adjoints ont dû dire à Mikel Arteta, et au fait, tu es au courant que Rice, il a un carton. Et c'est l'entrée de d'Ariman Hanous avec une réorganisation de l'équipe, mais à 3-0, franchement, somme toute anecdotique. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à la rentrée d'Oman, parce que ça peut nous paraître tellement naturel, insignifiant, mais il devient le joueur le plus jeune à 15 ans et quelques mois à jouer un match de Ligue des Champions. J'écoutais le match à la télé, il disait il est arrivé au club à 5 ans Ouais. et 10 ans après, le mec il est en Ligue des Champions. Mais en vrai, faut prendre du recul, hein, parce que tu dis, alors ok, nous on sait qu'il est annoncé comme un crack et tout, mais tu dis que le gamin a 15 ans et il rentre dans un match de Ligue des Champions. Faut quand même se rendre compte de la folie du truc. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou et j'ai même du mal à imaginer, à me dire qu'un gars de 15 ans, là, a joué ce soir en Ligue des Champions. Je trouve ça fou. Pour moi, c'est inconcevable, en fait. Et pourtant, il est là. C'est incroyable. Franchement, je sais pas comment va être la suite de sa carrière, ni comment il va évoluer, même si forcément, il y a des signaux positifs. Mais jouer un match de Ligue des Champions à 15 ans, c'est complètement incroyable. C'est Ah, fou. c'est abusé, c'est abusé. Parce que je pense que la plupart des gens qui supportent Arsenal ont fait du foot, je dis la plupart, hein, pas tous, hein, mais ont fait du foot dans leur vie, et forcément, tu te dis, mais t'étais où à 15 ans, tu vois? Et à Bien 15 sûr. ans, quand tu étais très bon dans ton club de régional ou quand tu évoluais en division d'honneur, etc., c'est à 15 ans, tu étais déjà surclassé, donc quand de U15 et que tu étais déjà surclassé en U17, en tant que joueur de foot, c'était une sacrée satisfaction puisque tu te disais que toi, jeune, tu allais donner un coup de main à des plus anciens pour leur apporter quelque chose en plus. Et là, le mec, en fait, maintenant, lui, c'est la Ligue des Champions, quoi. Alors, il abandonne un petit peu nos jeunes en Youth League qui se prennent défaite sur défaite. C'est juste dégueulasse. Mais ouais, voilà, je voulais quand même faire cette parenthèse-là parce que attention de ne pas banaliser le phénomène d'Omans les stats qu'il est en train de faire, c'est juste incroyable. Alors après, Mais attention aussi, parce qu'il a que 15 ans aussi, hein. ouais, ouais, non, bien Donc, sûr, oui, non, bien sûr. Ouais, il faut peut se aussi un griller peu très vite freiner. et Exactement. Moi, j'ai toujours peur quand je vois un gamin aussitôt engranger des minutes comme ça en Ligue des Champions, puisque oui, il a que 15 ans, mais attention, on voit que physiquement, bah, forcément, il n'est pas prêt du tout, mais c'est normal. Techniquement, on voit qu'il a du ballon, mais physiquement, bah oui, il va se faire envoler sur tous les duels, c'est normal. Donc, mais voilà, il faut freiner. Quand je voyais par exemple des gens qui acclamaient Doman titulaire ce soir, non, enfin, non, non, les gars, oui, tout le monde sait que c'est un crack, tout le monde a envie de le voir, mais il a que 15 ans, les gars, il a que 15 ans, Doman. Ouais, que 15 ans et déjà en Ligue des Champions. Euh, Donc, je le disais, la sortie de Declan Rice. J'ai fait ma petite parenthèse sur Doman et j'ai oublié de dire ce que je voulais dire. Je sais plus. Et puis, on arrive effectivement sur le dernier
fait de jeu avec ce penalty tout d'abord sifflé en faveur du Slavia Prague et très rapidement sur le premier ralenti que la télé nous montre, on se rend très vite compte que Rice ne touche absolument pas le joueur. Appel de la VAR, erreur manifeste, l'arbitre va voir, ça dure à peu près 10 secondes, ce qui est quand même super réconfortant de voir que en 10 ou 20 secondes, on est capable de prendre une décision alors que parfois le VAR il dure à peu près 12 minutes. Et ce qui est juste insupportable au stade, devant la télé, pour les joueurs. Là, en 15 secondes, c'était réglé. Il n'y a pas pénalty, il y a une main, ça dégage. Et puis, de nouveau, clean sheet. Les stats sont assez affolantes. Je viens de le voir. C'est pas le 10e clean sheet, c'est le 9e clean sheet de la consécutive de la saison. Attends, c'est ça? Je ne sais plus maintenant. Euh... 8e clean sheet consécutif, toute compétition confondue. Une première pour le club depuis 1903. C'est assez incroyable, je trouve. Messieurs, on ouvre les dossiers? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors, le premier dossier que j'aimerais ouvrir, messieurs, va pas être forcément le dossier le plus plaisant, mais j'aimerais qu'on revienne sur le match d'Ethan à Nwaneri. Moi, le premier, notamment l'année dernière, lors de la blessure de Degarde, j'ai souvent pesté contre Arteta parce qu'il lui donnait pas sa chance dans ce poste de meneur de jeu. La rotation effectuée aujourd'hui par Arteta, qui a décidé de laisser Eze au repos, m'allait très très bien, mais force est de constater que sans avoir été exécrable, je trouve que son match, il est clairement pas oufissime, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est une occasion ratée pour lui. Je dis pas de devenir titulaire, mais en tout cas de marquer des points, quoi. Ouais. C'est, moi, très honnêtement, ça m'inquiète un peu. Alors oui, il est très jeune. On peut dire ce que l'on veut. Il y a pas de problème avec ça. L'argument de l'âge, du manque de rythme, mais il a cette aisance technique qui devrait lui permettre sur des matchs comme ça d'accélérer le jeu et en fait ce que moi j'attends de lui ou en tout cas tel que je l'imagine je l'ai pas retrouvé et je voulais voir avec vous si c'était un sentiment partagé ou si d'après vous le match il est pas si entre guillemets dégueulasse que ça et voire même si pour vous il a fait un bon match. Ouais, je vais répondre. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il passe à côté ce soir. Euh, et j'aimerais comprendre vraiment qu'est-ce qu'il a, parce que j'ai le sentiment presque il se contient dans son jeu, quoi. Il est vachement plus euh, cadré, normé. Voilà, il joue plus vers l'arrière, il redescend plus, et il perd ce côté spontané qu'on lui aimait bien, ce côté très direct qu'il avait même en début de saison, hein. Je trouve que ses entrées avec les blessures d'Odegaard contre Leeds, contre Forest, restent très bonnes. Et là, depuis plusieurs matchs qui rentrent et surtout ce soir, c'est compliqué. J'ai retenu deux bonnes actions de lui ce soir seulement. Une fois, il fait la différence sur un dribble et il perce, mais ça donne rien. Et une autre où il va jouer avec Saka et c'est là où il y a une occasion. Je crois que c'est à j'ai noté la 27e. Mais bon, à part ça, quand on retient le positif, c'est il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc euh, je pense pas qu'il y ait une alerte assez grave, mais c'est vrai que soit il y a un problème de coordination avec les autres coéquipiers, soit il n'arrive pas à enchaîner. Donc c'est là l'interrogation. Et j'espère qu'il va vite retrouver du niveau parce que Odegaard va revenir. Et s'il y a Odegaard, ça veut dire qu'Eze soit côté gauche, soit sur le banc. Et donc il va peut-être passer numéro 3 à ce poste. Sachant que Madueke aussi va en revenir, Martinelli aussi. Donc quand il y a tout le monde qui sera en forme, j'ai peur qu'il fasse banquette et qu'on le revoie plus beaucoup jusqu'à de nouvelles blessures. Voilà. Ouais, je trouve aussi que Nwaneri, il a un peu de mal à démarrer sa saison. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Raoul. Moi aussi, le premier, j'étais un des premiers aussi la saison dernière à vouloir voir plus de Nwaneri au milieu de terrain, en lieu et place d'Odegaard qui était blessé, puisque normalement, c'est son poste de prédilection. Et pourquoi on réclamait aussi beaucoup Nwaneri
la saison dernière, voire même en début de saison, c'est parce qu'on l'avait vu plus sur un côté droit la saison dernière, et là, sur le côté droit, il avait été très bon pendant les absences de Saka, parce que Nwaneri, c'est un profil, c'est un joueur qui a besoin de percuter, c'est un joueur qui a besoin de chercher le un contre un, c'est un joueur qui a besoin de jouer très proche de la surface de réparation, c'est un joueur qui a peut-être l'une des meilleures qualités de frappe de l'équipe. Donc c'est un joueur qui va sans cesse un peu rechercher la position de frappe et chercher à être décisif. Et là, oui, je suis plutôt d'accord dans le sentiment qui dégage de vouloir un peu brider son jeu, puisque je pense que c'est un petit peu ce qu'on lui demande. Arteta, on sait que les milieux de terrain d'Arteta sont des milieux de terrain qui doivent contrôler le jeu, contrôler le tempo, qui doivent avoir très peu de déchets techniques, qui doivent prendre en main le jeu, qui doivent influencer le jeu, qui doivent avoir assez de présence et savoir redescendre assez bas sur le terrain. Et finalement, c'est pas des qualités, les qualités premières de Nwaneri. Il doit travailler ça. Il doit travailler sa faculté à orienter le jeu. Il doit travailler sa faculté à redescendre très bas sur le terrain. Il doit travailler sa faculté à faire ressortir les ballons proprement et pas forcément à être le Nwaneri qu'on attend juste aux abords de la surface de réparation et derrière d'enchaîner une frappe, puisque ça, on sait qu'il sait le faire. Maintenant, il doit travailler ses points faibles. Nwaneri, ce soir, c'est 30 ballons touchés, ce qui est pas dingue. Il a tenté que deux dribbles et il en a réussi qu'un sur deux. Donc, c'est quand même des stats d'un joueur qui pèse assez peu dans le jeu, qui influence assez peu le jeu. Et on l'a vu notamment sur les 15 premières minutes, où on avait beaucoup de mal à ressortir les ballons, puisqu'on avait aussi beaucoup de mal à trouver Nwaneri au cœur du jeu, dans les bonnes zones du jeu. Alors que, il y a eu quelques situations où on l'a plus vu, bah, c'était un peu dans les 35-40 derniers mètres, où il était trouvé face au but et il arrivait derrière à enchaîner une frappe ou alors à essayer de rechercher Saka. Mais voilà, dans le milieu à 3, Nwaneri a encore besoin de travailler et c'est normal, à 18 ans, on n'est pas un produit fini. Mais effectivement, Arteta a déclaré là cette semaine, la semaine dernière, qu'il voyait maintenant Nwaneri comme un milieu offensif. Donc on a le sentiment que Nwaneri, ailier droit, c'était vraiment du bricolage dû aussi aux circonstances de la saison dernière. Mais voilà, Nwaneri doit travailler son jeu au milieu de terrain. Mais bon, voilà, ça va venir. Je m'en fais pas. Il y a de la qualité. Donc maintenant, c'est du travail. Et du Nwaneri, travail, et du travail tactique aussi, surtout. ouais, Nwaneri qui s'est vu attribuer la note de 5 par la rédac représentée par Guillaume ce soir. Je vous lis juste le petit résumé. Peu en vue à un poste où il n'a plus l'habitude d'évoluer, il n'a pas vraiment su saisir sa chance. Dommage pour un joueur dont on attend toujours la confirmation des belles choses entrevues les saisons précédentes. C'est exactement ce que l'on a dit. Euh, Et puis j'aimerais qu'on ouvre un deuxième dossier, une énigme. Je sais pas, je sais pas comment on peut appeler ça. Le cas Merino. C'est alors, Oui, bah, Est-ce on que, en a, est-ce que on en la a souvent parlé. spécialité d'Arsenal va être dans les années qui viennent à recruter des joueurs milieu de terrain qui répondront pas aux attentes et qui vont devenir très bons devant? Je ne sais pas, je m'interroge parce que, encore une fois, rappelons la liste, vous la connaissez, l'ensemble des blessures de notre ligne offensive. Merino se retrouve en pointe et claque un doublé. Et encore une fois, franchement, tu lui enlèves les deux buts. Alors c'est très très bien, je dénigre absolument pas son match, mais tu enlèves les deux buts. Merino, c'est la traversée du désert sur cette rencontre-là quand même, quoi. Ouais, après, on sait que Merino, euh, c'est un joueur qui a énormément de qualité. On peut pas lui enlever. Il y a aussi énormément de défauts. On sait que, voilà, il a 30 ans. C'est pas non plus un joueur c'est un très bon joueur, attention, mais c'est pas un joueur de classe mondiale. Quand je dis que c'est pas un joueur de classe mondiale, c'est pas dans le top 5 ou le top 10 à son poste. Mais voilà, moi, j'ai du mal à émettre des critiques envers Merino quand il joue en pointe parce qu'en fait, c'est pas son poste. On pourra toujours faire toutes les critiques qu'on veut, mais moi, j'ai du mal à juger un joueur qui ne joue pas à son poste. Mais Et c'est en là qu'il fait, est meilleur pour autant, Louis. bah, c'est là qu'il est le meilleur. Pour moi, il est pas moins bon, il n'est pas meilleur qu'au milieu de terrain. Mais moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bah, en fait, heureusement qu'il est là. Oui, il a des défauts. Oui, il a pas toutes les qualités. Oui, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Oui, c'est pas le joueur le plus technique. Mais en fait, quand tu prends cette saison et la saison dernière, quand tu regardes son nombre de buts, je crois qu'il est en 25 buts assists en 2025.
Bah, au final, oui, il a des défauts, oui, il a pas toutes les qualités du monde, mais heureusement qu'il est là, quoi, en fait. Ouais, non, mais Ouais, puis c'est vrai. il a aussi une qualité qu'on en attend chez beaucoup de nos numéros 9, c'est qu'il est décisif. Et même s'il brille pas par C'est vrai. sa patte collective ou par ses exploits individuels, au moins il est rentable d'un point de vue comptable, quoi. Il apporte des buts sur peu d'occasions depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il a déjà plus de minutes que Havertz et Jesus réunis en 2025. Il a peut-être plus de stats qu'eux aussi réunis, donc. Enfin, à un moment donné, c'est pas son poste et il est efficace. Donc moi j'attends, enfin en début de saison on n'attendait pas grand-chose de Gyökeres à part qu'il marque des buts. Bah mais Merino c'est un peu pareil quoi. Quand il est en neuf, on attend juste qu'il plante et qu'il soit décisif. Alors en plus, je trouve quand même que sa première mi-temps est vraiment ratée, mais en deuxième il trouve un peu plus de connexion avec Saka, avec le reste de l'équipe. Il décroche mieux et je trouve que son match est un peu plus propre sans être complètement fou. Euh, donc non, je trouve que c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup plus de mal comme toi, Raoul, au milieu. Moi, au milieu, enfin, à chaque fois, je me souviens pas d'un match référence de lui au milieu. Peut-être un par-ci par-là, mais euh, je comprends pas le différentiel de niveau entre le milieu et l'attaque, alors que quand il est en attaque, il décroche beaucoup. Enfin, il est presque au milieu de terrain aussi. Donc, c'est bizarre ce comportement. Peut-être que là, il est plus libre et il a plus d'espace vu qu'il n'y a pas de neuf. Je sais pas, mais en tout cas, pour ce match-là, heureusement qu'il est là parce que le match est relativement fermé. Et si on n'a pas aussi ces cadeaux de la part du Slavia, et je pense qu'on aurait pu faire un 0-0 aussi, quoi. Donc, bon, on va se contenter de ces buts et attendre de voir quand il sera au milieu, quoi. Ouais, mais ouais. Énigmatique Merino, affaire à suivre. Doit-il devenir un remplaçant, et un numéro 3 et voire un numéro 4 dans la hiérarchie des attaquants et dépanner lorsque vraiment on n'a plus personne au milieu? Ou est-ce que, il faut continuer à compter sur lui dans la rotation du milieu? Très honnêtement, je pense que euh, le cantonner à un poste de remplaçant devant, ce serait très sévère, mais pour autant, j'attends toujours encore ce match référence au milieu de terrain où je pourrais m'excuser publiquement de tout ce que je dis sur lui. Mais ça fait quand même maintenant assez longtemps que l'on attend. Euh, Après, si je petit... peux juste Tu peux, te Louis, bien couper sûr. rapidement, il me fait un peu penser à Trossard dans son style, quoi. Joueur très polyvalent, un peu désinvolte, enfin, qui parfois laisse planer une forme de désintérêt ou de suffisance, et puis pas des capacités exceptionnelles, mais toujours là dans les gros matchs, décisif quand on a besoin, et mine de rien, il fait son bout de chemin à Arsenal, donc. Voilà, c'est frustrant, je pense, quand on sait qu'on a des super joueurs, mais lui au moins, en plus, il se blesse pas. Enfin, il est toujours là, quoi. Donc, parfois, on aimerait que ce soit lui qui se blesse et pas Odegaard, On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On le mais pense, mais on l'a voilà, pas pas. dit. Donc, bon, La note de la rédac, messieurs, Merino, 8, meilleur, en tout cas, joueur le mieux noté de la rencontre. sympa. Titularisé en pointe où il a moins l'habitude d'évoluer cette saison, il montre peu de choses en première mi-temps, mais marque en tout début de deuxième période. Laissé libre le tout marquage par une défense surprenante du Slavia, il inscrit de la tête un deuxième but, montrant qu'il peut être plus qu'une alternative à ce poste. Notons également qu'il aura été élu, bien évidemment, avec un doublé, homme du match. Je vais m'adresser à nos auditeurs. J'aimerais bien que vous preniez le temps, chers amis, de nous laisser un petit commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, et de nous dire ce que vous pensez, notamment de Nwaneri et de Merino, les deux joueurs sur lesquels nous avons fait un petit focus ce soir, pour voir si vous êtes alignés avec nous, voir s'il y a d'autres arguments. On sera bien évidemment preneurs. Les flops et les tops, messieurs. Eh ben, bonne chance. Parce que moi, j'en ai un et un. Un et deux. Alors, on va commencer par les Oui, flops. Allez, Loulou. ok. Les flops de mon côté, alors évidemment, il y a Nwaneri, comme on l'a dit. Je le mets dans mes flops. J'en ai deux autres quand même. Mon deuxième flop, c'est le match de Norgard. Alors, flop, c'est peut-être un peu dur,
Mais je m'attendais honnêtement quand même, son début d'aventure Arsenal n'est pas raté, hein. On ne va pas non plus tomber dans les extrêmes. Mais pour le moment, je sais pas. Je sais pas quoi penser pour le moment de Norgard. Je trouve que c'est un joueur qui est très discret sur le terrain. C'est un joueur qui prend très peu de prise de risque et très peu d'influence dans le jeu. Alors en soi, qui prend très peu de risques, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. Mais ouais, je trouve que. Enfin, je sais pas le Norgard que j'avais vu à Brentford, moi, qui débordait de course, qui débordait d'agressivité, qui rayonnait dans les duels. Et là, j'ai plutôt l'impression que, un peu comme Nwaneri, il est un peu dans le contrôle, un peu dans une phase de gestion de son jeu. Donc, ça reste quand même un joueur qui va avoir son rôle à jouer dans la saison, notamment au niveau de la rotation. Mais bon, voilà, c'est pas, il sort pas un match raté, mais pour moi, il aurait pu mieux faire, il aurait pu se montrer un peu plus. Donc, et c'est pas la première fois en plus, je sais plus contre qui aussi il avait joué, mais où j'avais trouvé qu'il sortait pas non plus un match exceptionnel. Donc, allez, je vais mettre un petit flop pour Norgard et je vais en mettre un troisième qui peut être assez paradoxal par rapport à mes tops. Je vais mettre le match de Saliba, où moi j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait un match extraordinaire. Ok. J'ai trouvé qu'il avait fait pas mal d'erreurs techniques, pas mal d'erreurs de relance, des duels qu'il n'a pas forcément bien gérés. Là, je regarde un petit peu ses stats. Il a eu 8 duels défensifs à gérer. Il en a réussi que 2. Duel aérien, il en a réussi que 1 sur 3. Passe longue réussie, il y en a réussi qu'1 sur 3. Donc, pas mal d'erreurs de transmission, de relance. Ça s'est surtout vu en première mi-temps avec l'absence de Zubimendi. Donc, voilà, bon, après, c'est pas non plus catastrophique, hein, loin de là. Mais voilà, j'ai trouvé un peu en dessous sur ce match, notre défenseur français. Ok, alors un petit avertissement pour Nordgard, montre-toi plus, pardon, Voilà, c'est ça. et Saliba en dessous de ses standards peut-être. Euh, mais l'homme du Nord est généreux, donc déjà s'il peut donner trois flops, il va les donner, tu vois, il va pas se limiter à un quand même, faut pas Bien déconner. sûr. Louis, Yes, je vais reprendre Nwaneri. Bon, on l'a tout dit, donc un peu frustré et déçu de son match. Après, je vais plus prendre un aspect global du match qui m'a surpris par rapport à nos standards depuis le début de la saison, c'est la discipline. Et je trouve un peu de trop d'agressivité stupide quoi dans les duels. On prend 4 ou 5 cartons, quatre cartons, 4 ouais. 4 ouais. Et tous sont assez naïfs et un peu inutiles quoi. Il y en a pas un qui vraiment sauve la patrie. Et même si c'est que des joueurs, je crois, qui sont pas en danger, qui jouent pas beaucoup, je trouve que c'est un peu, c'est dommage quoi. On sait qu'il y a une limite de 3 cartons avant la suspension. C'est que c'est serré. On a vu Rice, voilà, se brider tout le match. Donc je trouve que c'était assez étonnant. Et dans un match, oui, il y a eu de l'agressivité, mais on va pas dire que l'adversaire nous a mis quand même à mal, surtout tout le long du match quoi. Je pense même au Mhm. dernier carton de Lewis Kelly ou celui de Norgard. Enfin, même s'il n'était pas trop justifié, ouais, je trouve que quand même il y a pour les joueurs qui sont moins titulaires et qui voilà sont dans le jus doivent être dans les standards du reste de l'équipe et bizarrement c'est que ceux qui ont moins de temps de jeu qui ont pris des cartons ce soir. Voilà pour le flop et en troisième enfin en deuxième troisième flop ouais. Là pareil la gestion des remplaçants je trouve encore une fois un peu bon dans un match comme ça où on va vite comme contre Burnley, on est vite à l'abri. Je trouve que c'est pas rendre service à nos remplaçants de les faire rentrer très tard et surtout avec Rice qui bon voilà qui est sorti trop tard à mon goût. Voilà. Donc sinon rien d'autre. Ouais, je te rejoins sur les changements, bah, surtout la gestion du cas Rice plus que les changements en général. Moi, je pense que mon seul flop encore une fois, mon seul avertissement pour reprendre le sujet du jour, ça va être Ethan. Voilà, j'attends et j'espère plus de lui. Donc petit carton jaune, Ethan. Les tops, messieurs. Louis, tu continues? Vas-y, enchaîne. Ouais. Vas-y. Les tops, je vais quand même mettre Il y aurait pas Merino. Nerino? Ouais, Merino quand même pour ses 2 buts, il est décisif, donc même s'il n'est pas brillant, il sort du lot. On a déjà tout dit. Je vais mettre la première mi-temps de Saka quand même pour le récompenser
de sa bonne première, toutes ses occasions créées, le danger. Il a gagné tous ses duels face à son vis-à-vis. Et voilà. Et après, pareil, concernant la gestion, je trouve qu'il doit sortir et être reposé. Mais bon, en tout cas, il fait un match sérieux qu'on attend de lui. Et en troisième top, je vais mettre Hincapié parce que même s'il n'a pas complètement livré le match de sa vie, c'était sa première en Ligue des Champions et je voulais le saluer parce qu'il a été très sérieux, très propre et, euh, et intéressant un peu dans le profil à la Calafiori. Donc je pense il a encore du rythme à prendre et des initiatives aussi à prendre au fur et à mesure qu'il va jouer. Mais j'ai trouvé sa première déjà intéressant, bonne condition physique, il s'est jamais fait prendre. Donc sur ça, c'est plutôt bien. Loulou. De mon côté, top, bah, évidemment, un peu comme vous, je vais dire Merino dans la surface de réparation, avec son doublé, et puis sa finition qui est assez létale. Mon deuxième top, comme je l'avais dit, mon flop, c'était Saliba. J'avais dit que c'était un peu paradoxal parce que mon deuxième top, c'est le Saliba. rôle. Non, un petit peu, mais en fait, c'est le rôle Oui, qu'Arteta a voulu donner à Saliba sur ce match, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un mais en peu plus l'absence de avancé. Ouais. exactement, si en l'absence de Zubimendi, c'était Saliba qui avait vraiment ce rôle de venir au milieu de terrain pour faire premier relanceur. Et je crois que c'est la première fois de mémoire qu'on demande à Saliba. Enfin, du moins, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Un peu à la rôle à la John Stones qu'on avait pu voir au Real Madrid, je crois la saison dernière, non pas la saison dernière, où il y a peut-être trois saisons, où John Stones avait un peu ce rôle de milieu défensif, milieu défenseur central un peu hybride. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée de la part d'Arteta d'essayer un peu de sortir un peu aussi Saliba de sa zone de confort, ce qui explique peut-être son match un peu en dessous par rapport à ses standards. Mais j'ai trouvé que la prise de risque était intéressante et que ça pouvait coller pas mal aussi avec la qualité athlétique et technique de Saliba. Donc j'espère que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir dans le futur. Donc ça j'ai bien aimé. Et mon troisième top, je pense que c'est peut-être un des plus beaux tops de l'ère Arteta. C'est on finit la saison avec Harry Manous en pointe, Doman à droite, Saka à gauche, Eze en 10 et puis MLS à gauche. Donc notre centre de formation a été superbement bien récompensé et bien représenté sur cette fin de match. Et c'est tout le travail d'un club, d'un staff et d'un centre de formation ce soir qui paye, puisqu'en plus c'est pas dans un petit match de coupe ou c'est pas dans un match dont tout le monde se fout un petit peu. C'est vraiment sur la scène européenne. Donc voir autant de produits du centre de formation finir un match, je pense que tout le club peut être très fier de ce travail. Mertesacker en premier, notre directeur du centre de formation. Donc voilà, c'est un superbe symbole et ça fait un petit peu un pied de nez aux détraqueurs d'Arteta qui suggéraient qu'Arteta avait un peu peur de lancer des jeunes. Bah, la preuve en est que non, il n'a pas peur de lancer des petits jeunes de all-end et ceux qui sont déjà un peu plus confirmés. Donc voilà, j'ai trouvé ça super de finir le match avec autant de produits du centre de formation. eh ben, beaucoup de projecteurs sur la formation d'Arsenal et on en a bien besoin. Encore une fois, quand on voit les résultats en ce moment en Youth, en Youth League, ça fait du bien. Moi, très rapidement, sans les argumenter, parce que je pense que vous les comprendrez très rapidement, côté joueur, ça va être Merino, parce que pas ouf, mais il fait le doublé et que clairement, il nous fait du bien. Mon deuxième top, j'en ai parlé, c'est l'arbitrage. Quand l'arbitre n'est pas au centre des débats et qu'il sait se faire discret, c'est quand même agréable, même si le match a été haché et rugueux et physique. Je trouve qu'il a très bien arbitré. Et troisième flop, l'ambiance dans le stade. Ça fait plaisir de voir Ouais, très beau stade. des belles soirées européennes et le stade était chouette et l'ambiance était chouette. Il manquait juste le résultat pour les Tchèques, mais ça, on va pas s'en plaindre. Messieurs, je vais vous proposer un petit jeu avant de parler du match qui va venir ce week-end très rapidement. Ma façon à moi de mettre Merino à l'honneur. Euh, Merino, il a le numéro 23. Est-ce que vous êtes capables, messieurs, de me citer les cinq derniers joueurs, pardon, à avoir porté le numéro 23 à Arsenal?
Alors là, Déjà, le c'est pas dernier trop. sera pas mal. Est-ce qu'il n'y avait Euh, pas Joe Willock, peut-être? Alors, dans les 5 derniers, non. J'ai fait un truc de jeune, Louis. J'ai demandé à ChatGPT parce que j'avais un doute. Waouh! Waouh, Ouais, waouh. ouais, 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 ouais. J'avais un doute sur une période, donc je lui ai demandé. On peut considérer que Merino fait partie des 5, messieurs, hein. Alors, j'en ai aucune idée, donc je vais tenter à la volée, personnellement. Vas-y. Il y a Est-ce quand même des noms très que connus, hein. Coquelin? Il n'est pas dans les 5 derniers, non. Alors là, est-ce que ESR n'a pas démarré avec le 23? Non, il a le 32, je crois. Non, Bon, il y a un 2, il y a un 3, ça passe, non? Il y a Non, peut-être un gardien ou un truc comme ça. non. Ah. Il y a beaucoup d'attaquants. beaucoup d'attaquants. Iwobi, peut-être? Non. Oh là là, aucune idée, franchement. Un En plus, je attaquant suis qui n'est nul. plus chez nous, qui était chez nous de 2021 à 2022, puis de 2023 à 2024. Ah ouais? Son prénom, c'est Albert. Ah, Lokonga, mais il est pas attaquant. Il n'est pas attaquant, le Conga. J'ai pas dit qu'il y avait que des attaquants, j'ai dit principalement des Ah, attaquants. ouais. Ah, ok. Parce que Bah, Merino le est un Conga, attaquant. alors. Le Le Conga, ouais. Conga, dans ce Donc, cas-là, ok. donc c'était 2023-2024 avant l'arrivée de Merino. Avant ça, C'est pas un Suarez, il a pas joué longtemps. Denis Suarez, non, non. c'est pas le 23. Un défenseur cette fois-ci. Ah, Kolasinac, non? Ah oui, non, Non. En provenance de Chelsea. Ah, David David Luiz. Luiz. David Luiz. Ah, vous voyez Et quand l'autre. vous... voyez, ça... Ouais, Hein? il nous faut quand même beaucoup d'indices, hein. Ouais. Il Avant a les cheveux ça, longs. un attaquant encore en activité qui a marqué le week-end dernier, je crois, mais qui n'est plus chez nous. Euh, Bah, est-ce que c'est pas ce bon vieux Eddie Nketiah? Non. Non, Il avait le le 30. 14 et avant ça, il avait je sais plus combien. Je crois qu'il est. Attends, est-ce qu'il est à Brighton encore? Oui, je crois qu'il est à Brighton. Welbeck? Ah, Welbeck, mais évidemment, Ouais. j'avais son poster en plus, donc je dois le Oh savoir. putain. Et avant ça, messieurs, alors je vais vous donner un indice. Euh, il n'était pas extrêmement bon. En tout cas, j'ai jamais aimé. Alors, Et Raoul, je te coupe 2 minutes. Luis Diaz vient de se prendre un carton rouge, ce qui est une ouais, excellente nouvelle pour je, nous. je viens de voir, ouais. Je viens de voir ça, ouais. Donc du coup, il n'était pas extrêmement bon. C'est un attaquant et il a eu la folie. Bah non, c'était pas le 23, c'était lui. Ah putain, j'ai un doute maintenant. Tu vois, ChatGPT, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Ah, J'ai il y a un peu de Non, on doute. peut chance. pas, on peut pas. Non, on peut pas. Parce qu'en fait, ils me disent que c'est Niklas Bettner, mais il n'avait pas le 26, lui. Ah non, il y avait peut-être le 23. Il n'avait pas le 26, et après, il avait pris le 52 et il avait remboursé tous les joueurs, tous les supporters qui avaient floqué le maillot Ouais, 26. peut-être, peut-être. En tout cas, Possible. ChatGPT me dit 2013-2014, Niklas Bentner, et avant ça, auteur d'un quadruplé contre Liverpool. Ah, Xavi. Ouais, Ah oui. ouais, voilà. Et encore avant ça, il y avait Sol Campbell. Voilà. Il avait bien le 26, Bettner, Raoul. Tu Pas le vois? 23. Et, Tu vois. Mais tu vois, tu en vois, fait, Louis, tu vois la limitation de ChatGPT, tu vois? Ah bah moi je c'est, l'utilise pas, attends. c'est, c'est ChatGPT qui devrait te demander, en fait, Raoul, c'est pas l'inverse. C'est ça. Mais oui. Raoul, dis-moi quel joueur a évolué en 1912. Raoul GPT, Raoul GPT, ça pourrait être pas mal, Ah ça. non, mais j'avais un doute, tu vois. Non, en fait, il y a un mec, il fait ça il fait des vidéos, je crois, que c'est sur TikTok, devant l'Emirates, et il offre des maillots, et il te demande ça. Et j'ai trouvé que le jeu était assez sympa, donc je voulais tester un petit peu votre culture historique de notre club. Allez, un peu plus de sérieux ou pas, d'ailleurs, on va parler rapidement du dernier match qui nous attend, messieurs, ce week-end, avant une nouvelle trêve internationale qui permettra à nos blessés de se reposer et de revenir tous, on l'espère, en forme pour la reprise et les fameux chocs qui nous attendent, puisque là, au retour de la trêve, c'est pas moins de Tottenham, Bayern et Chelsea qui nous attendent. Mais avant ça, il y a un petit déplacement à Sunderland chez notre ami Granit Xhaka Sunderland qui a fait un partout hier dans un match clairement pas foufou.
Je m'attendais à mieux. Dernier déplacement, donc je le disais avant la trêve internationale, et l'occasion pour nous de faire un sans faute entre deux trêves internationales, sachant que lors de cette journée-là, messieurs, si je ne me trompe pas, il y a un Liverpool-Manchester City, je crois, qui va vous valoir son pesant d'or. Je vais vérifier ça, non pas sur ChatGPT, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là, messieurs, sachant que, semble-t-il, Gyökeres sera encore forfait, déjà annoncé, même, je crois, le loup. Oui, Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Merino en pointe? oui, je pense, personnellement, je pense que ce sera Merino en pointe. Ouais, il va remettre, je pense, Et le Calafiori, retour de Calafiori, ouais. ouais, Le retour de Oui, Zubimendi. Eze, Zubimendi, Rice, Eze. ouais, ouais, c'est ça. Ça sera l'équipe, hormis Merino pour Gyökeres, après, ce sera l'équipe très contre Ouais, équipe, ouais. Trossard à gauche. Saka à droite. Ouais. Et c'est bien un Manchester City-Liverpool, messieurs, qui nous attend dimanche 9 à 17h30. Donc, il y aura forcément des équipes qui vont perdre des points. Un match nul serait vachement bien pour nous, je trouve. Donc, et un Tottenham-Manchester United. Alors, celui-là, je ne le voyais pas venir en début de saison. Mais voilà. En tout cas, il y a des vraies confrontations directes en tête du classement. Et ben, les 3 points, hein. Et puis, ça fera, je crois, 4 matchs ou 5 matchs de PL entre les deux trêves, si je me trompe pas. Et ça ferait un sans faute. Et puis, ça fera un parcours de champion. Et le Je crois but? que. Et le but de quoi? Non, c'est le but Ah, d'avoir un c'est le parcours but, de pardon. champ. Ouais, j'ai regardé ma télé, je dis, mais non, c'est la mi-temps. Allez, un petit 2-0, c'est un score qu'on aime bien. Un petit clean sheet. Raya qui, je sais pas, qui tond la pelouse ou qui peint la ligne de. Je sais pas, il peut faire quoi? Il peut peindre les poteaux, j'en sais rien. Et Arbitre de puis, touche. allez, un but de Merino et un but de Rice. Voilà, moi je vous l'annonce. Et les deux en open play. On l'espère. Ouais, C'est impossible. tout ce qu'on lui souhaite. Tout ce qu'on souhaite à Rai. Oh, tout ce qu'on nous souhaite à nous aussi, hein, très Exactement. clairement, hein. Messieurs, merci beaucoup. Je vous libère pour la deuxième période des matchs de Ligue des Champions. À nos auditeurs, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à évaluer coup de canon, à nous mettre 2, 3, 4, voire 5 étoiles si vous aimez bien, un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir, je vous le répète, ça nous donne beaucoup de force. Et passez une agréable soirée, bonne journée si vous écoutez le podcast en journée. Et je vous donne rendez-vous donc samedi soir après le match de Sunderland, d'Arsenal face à Sunderland, ou en déplacement à Sunderland, pardon, pour un nouveau débrief. Je vous embrasse et comme on dit ici, come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.